Plaisir Économie et Présence, partenaire des entreprises de votre territoire. Acteur et partenaire de l'économie régionale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes vous présente Alpes Décideurs. Bonjour à tous et bienvenue dans Alpes Décideurs, le mensuel économique de Télé Grenoble, le rendez-vous des chefs d'entreprise, des partenaires d'affaires ou tout simplement des curieux du monde économique. Chaque mois, vous le savez, nous mettons en lumière les entreprises qui font le dynamisme des Alpes. À mes côtés pour nous accompagner, notre expert Didier Bruno. Bonjour Didier. Bonjour Christophe. Membre du directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Bienvenue sur cette émission. Ensemble, nous allons parler l'évolution du comportement d'achat des Français. Et puis, il y aura la question de l'internaute. La question de l'internaute sur la réduction de l'inflation aux États-Unis, le fameux Reduction Inflation Act. C'est la deuxième partie. Les métiers du numérique toujours plébiscités sur le marché de l'emploi. Les offres se chiffrent à plusieurs dizaines de milliers dans tous les secteurs pour des niveaux et des profils très variés. À Grenoble, l'école Webforce 3 a ouvert en 2022. Elle forme notamment à la cybersécurité. À la rubrique Innovation, le bien-être au travail chez Spartoo. Le géant isérois en a fait un argument pour attirer ses collaborateurs et surtout pour les fidéliser. Horaires au choix, coiffeurs et même esthéticiennes sont proposés dans son entrepôt à Saint-Quentin-Fallavier, découverte dans un instant. Et puis focus sur Mastergrid qui, en seulement 3 ans, s'affirme comme un opérateur essentiel dans la maintenance des équipements basse et haute tension. Le chiffre d'affaires a doublé et les recrutements s'accélèrent au point de devoir ouvrir une formation spécifique. De belles perspectives pour cette entreprise, héritière de la saga Merlin-Gerin. Réduire sa consommation, mieux sélectionner ses achats ou reporter ses investissements, comment s'adapter à la hausse des prix? La crise sanitaire du Covid avait déjà bouleversé nos habitudes au quotidien et l'inflation vient confirmer ces nouvelles tendances. Par exemple, la montée en puissance des usages digitaux ou encore l'affirmation d'attentes plus éco-responsables. Alors Didier, dans cet environnement plutôt chahuté, comment est-ce qu'on peut dessiner le portrait du consommateur 2022-2023 ? Alors Christophe, le consommateur, il subit d'abord des tendances de fond post-Covid que nous allons voir, et puis également une conjoncture très présente, avec notamment une hausse des prix très forte sur les carburants, sur l'énergie du foyer ou sur l'alimentaire. Donc le consommateur, qu'est-ce qu'il a fait en fait? D'un côté, le consommateur, il avait besoin de résister à ces hausses de prix subies, rapides, extrêmement fortes. On aurait pu parler aussi de la hausse très forte des taux d'intérêt. Ce qui fait que l'indice, synthétique de confiance des ménages a fortement baissé à partir du printemps 2022, on va dire il y a un an, et c'est pas relevé. Il était pratiquement au niveau de 2008. Vous vous rappelez 2008, la grande crise financière. Donc besoin de résister, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un petit peu moins acheté, on a un petit peu moins consommé son automobile, on a réduit la température de son chauffage. Bref, on a été dans la sobriété. Et parallèlement, une autre tendance de fond, besoin aussi, de s'éclater, besoin de sortir, besoin de retrouver de la convivialité, parce qu'on avait été privé quand même pendant le Covid de contacts sociaux, et donc hausse des dépenses touristiques, hausse des dépenses de restauration, d'hôtellerie, saison touristique très très bonne dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, donc à la fois un besoin de résister, et en même temps un besoin, de s'évader et un besoin de respirer tout simplement, après cette période compliquée. Bien sûr. Alors comment les Français, est-ce qu'ils mettent en vie cette consommation plus responsable? Alors, c'est un sujet qui est compliqué, où bien sûr nous sommes, vous et moi, toujours en train d'arbitrer, entre guillemets, entre la fin du mois et la fin du monde. C'est pas simple. Je crois qu'il y a une volonté, nous avons tous une volonté politique très forte, d'aller vers la sobriété, de participer à notre niveau à cette transition écologique. Mais on se rend compte quand même que le prix reste quand même un déterminant majeur. Même si, encore une fois, il y a cette volonté d'aller vers des choses qui sont beaucoup plus éco-responsables, en circuit court, etc., qui utilisent moins le transport international et tout. La volonté est là, mais c'est sûr que dans les actes, le prix reste un déterminant très, très important. Autre tendance, les Français restent généreux.
Oui, les Français restent généreux. Ils étaient déjà particulièrement généreux avant la crise. Hein. Les dons s'affichent en hausse, je crois, de 21% en 2022. Donc ça reste très important hein, dans cet équilibre du lien social qui est important pour notre pays. Par contre, on a eu des reculs, on l'a vu sur des biens qu'on sentait bien établis. Le bio, par exemple, hein, qui est un peu plus cher quand même que l'alimentation traditionnelle, a pas mal reculé en 2022. Voilà, et ce qui est vraiment très encourageant, c'est de voir que les dons et la générosité collective et individuelle a bien résisté. Et ces comportements éco-responsables, on en parle de temps en temps ici, elle se traduit aussi par une augmentation du marché de la seconde main. Marché de la seconde main, on recycle, on répare. Ça, c'est quelque chose, c'est, je pense, une tendance de fond. Qui est à la fois, j'allais dire, post-Covid, puisqu'on a beaucoup été chez soi et donc on a beaucoup bricolé, beaucoup réparé. Et puis aujourd'hui, compte tenu du prix des objets, de cette inflation très importante, hein, 5,2% 2022, qui fait que le recyclage est un domaine à part entière, est une pratique très courante de vous, de moi, de tout le monde, quoi. Alors voilà pour les pratiques de consommation. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les modes de paiement ? Alors les modes de paiement, post-Covid, j'allais dire, c'était une accélération de l'évolution des modes de paiement avec la poursuite de la baisse des espèces. Ça, c'est clair que les espèces ont beaucoup baissé. Aujourd'hui, elles doivent représenter, je pense, 59% des transactions contre 72% en 2019. Donc, vous voyez, une forte baisse hein, qui impacte notre secteur, la banque, bien sûr. Ensuite, l'e-commerce s'est beaucoup développé, hein, parallèlement. Et puis, bien sûr, la carte bancaire qui continue à afficher des taux de progression tout à fait intéressants. Voilà, donc une transformation au détriment, bien sûr, des espèces. Bon, puis je ne peux pas ne pas poser la question aux banquiers concernant l'épargne. Comment ça se passe ? Le taux d'épargne reste très élevé. Le taux d'épargne, vous savez qu'en France, traditionnellement, il est très élevé, ce taux d'épargne. La conjoncture, hein, qu'elle soit nationale, sociale, géopolitique, fait que les Français continuent à épargner. On considère qu'en 2022, on a atteint à peu près 17% et on devrait être à peu près sur les mêmes ordres en 2023. Donc, certainement, nos concitoyens préfèrent se priver de certains achats, mais de maintenir cette épargne qui est avant tout une épargne de grande précaution. Bien sûr. Voilà, donc des taux d'épargne extrêmement élevés qui ont été aussi un peu boostés par des taux réglementés qui ont été en progression, notamment le livret A et la suite des livrets, l'assurance vie également qui s'est bien comportée. Merci beaucoup Didier pour ces grandes tendances. On précise d'ailleurs au passage que le poste logement reste le plus important en moyenne dans le budget moyen des Français devant les transports et l'énergie, ce qu'on appelle les dépenses contraintes, auxquelles désormais s'ajoutent de plus en plus souvent les abonnements liés aux loisirs, en moyenne 41 € par mois. Alors on évoque souvent ici la révolution du numérique qui en est sans doute encore qu'à ses débuts. Les offres d'emploi du secteur ne cessent d'augmenter. Gestionnaire de projet digital, chef de projet réseau, développeur, administrateur de systèmes d'information ou architecte cloud, les métiers s'hyper spécialisent avec aussi ces derniers mois la montée en puissance des analystes en cybersécurité. À Grenoble, l'école Webforce 3 propose des formations en alternance spécifiquement dans le secteur du digital. On en parle avec son coordonnateur, Colin Jargot. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Webforce 3, c'est quoi ? C'est un réseau d'une 50aine d'écoles dans le pays, c'est ça ? Effectivement, une 50aine d'écoles ou lieux de formation. Par exemple, moi, je suis la responsable pour le site de Grenoble et le site d'Almas aussi, où nous accueillons aussi des étudiants. Il y a une école, un réseau d'écoles fondé en 2014, il y a 10 ans. Quasiment. Effectivement. Alors, tout d'abord fondé sur l'histoire de Webforce 3 a été créée par Alain Assouline. Il avait une web agency et il cherchait des développeurs web. Et devant le manque de développeurs, ils se sont dit avec son équipe, on va créer une école, parce que c'est pas possible que à l'époque l'explosion comme ça d'Internet, où tout le monde a besoin d'avoir son site Internet, et il faut former des développeurs pour répondre à cette demande. Donc ça a été la première démarche de Alain Assouline et de son équipe pour fonder Webforce 3. Et aujourd'hui, vous l'avez dit, le secteur vraiment en grande demande, c'est la cybersécurité. Donc on voit aujourd'hui, vous avez cité donc des dizaines de milliers de postes qui sont, on va dire, en souffrance. Effectivement, un poste sur deux est difficile à pourvoir pour les entreprises. On comprend bien tous les enjeux qu'il y a derrière avec l'augmentation des cyberattaques. Il n'y a pas que les nations qui sont attaquées, les entreprises aussi. Parfois, beaucoup d'entreprises aussi gèrent les données d'autres entreprises. Donc, dans ce contexte-là, il faut d'autant plus veiller à la sécurité des accès.
Donc à la Webforce 3, on forme donc sur la région Rhône-Alpes, on a donc trois lieux de formation, hein, Lyon, Grenoble, sont les deux principaux sites, et puis aussi Annemasse. Alors, l'idée de départ, c'était d'abord des formations courtes, hein, des formations au métier du numérique, courtes et intensives, spécifiquement pour aller récupérer des personnes sorties du système éducatif, peut-être des décrocheurs. Voilà, on s'aperçoit, alors c'est aussi ce qui était observé dans les débuts de l'école, c'est de voir qu'il y a beaucoup de potentiel. C'est une chose d'avoir une formation académique, d'avoir un background universitaire. Ça peut aussi en être une autre que de savoir faire réellement, de correspondre aux besoins du métier et maîtriser des activités professionnelles. Quand on met les gens en situation, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a un fort potentiel. Donc nous, une grande partie de notre emploi du temps, on va dire dans la semaine, c'est de recevoir en visio en général, recevoir des candidats et d'essayer de challenger un peu chez eux qu'est-ce qu'ils ont, pourquoi ils postuleraient, quel pourrait être leur avenir en fonction des armes qu'ils ont faites de manière plus ou moins autodidacte. Hein, ils se sont formés sur le tas, parfois ils ont des cursus, parfois non, et très souvent non. Et voilà, on essaie de challenger un petit peu leur positionnement pour voir quel est leur profil, que ce soit dans la filière développement ou dans la filière sur la cybersécurité. Ça veut dire que le parcours d'admission ne nécessite pas forcément un niveau académique. Non, on ne requiert pas de niveau académique. Alors, vous le disiez tout à l'heure, on a plusieurs formats de formation. Les formations courtes, 3 mois et demi, plus 2 mois de stage. Donc là, on est vraiment sur un retour très, très rapide à l'emploi. Et puis, on a aussi l'alternance. Donc, pareil, c'est même 3 mois et demi. Mais là, au lieu de basculer en stage, on reste sur un profil alternant classique avec 5 à 7 semaines en entreprise et 1 semaine en formation. Les deux formats permettent d'aboutir à un passage de titre professionnel. Ça, c'est vraiment important pour nous. Ce qu'on vise, c'est vraiment un retour à l'emploi. Donc, non seulement on les met en position de savoir-faire, mais après, ils sortent vraiment avec un diplôme reconnu, un titre professionnel reconnu au RNCP. Donc, on réunit des jurys ensemble avec l'État pour faire passer ces titres. Le RNCP, c'est le répertoire national des certifications professionnelles, parce qu'évidemment, les formations que vous proposez sont reconnues par cette instance. Différents diplômes, différents types de formations. Vous nous avez déjà parlé un petit peu de la cybersécurité, mais ce n'est pas la seule formation que vous dispensez. Oui, en effet, on a donc plusieurs. Donc, les formations dans le développement web, par exemple. Je parlais de chargé de web marketing, web design marketing digital, ou alors développement web et web mobile. Donc, ces formations-là qui sont, comme pour la cyber, à la fois mises en place de notre propre initiative pour lesquelles on recrute des candidats et après on cherche des financements ou des employeurs pour lesquels l'alternance, ou alors des formations qui sont mises en place avec Pôle emploi, pour lesquelles on a des parcours un petit peu plus longs, avec plus d'heures de formation, aussi un stage à la clé et bien sûr un titre. Voilà, Pôle emploi, en fonction des besoins du marché, peut vous solliciter pour mettre en place des formations spécifiques ponctuelles. Effectivement, ils ont bien sûr identifié les besoins des employeurs, donc ils ouvrent des marchés, ils se tournent vers les organismes de formation, on répond présent bien entendu. Et donc en ce moment, j'ai une formation qui a ouverte là début avril pour justement former des techniciens supérieurs système et réseau qui termineront dans 1 an par le passage de titre. J'en ai une autre qui se termine à Annemasse, une formation de niveau inférieur, sortie bac, des techniciens d'assistants informatiques. Eux, ils passent le titre en mai. Là, ils sont en passe de finir les heures de formation et d'aller en stage. Alors, c'est pour les formations propres à l'école, c'est des formations courtes, vous le disiez, en 3 mois et demi, 4 mois, 2 sessions par an, c'est ça ? Voilà, on ouvre 2 sessions par an de notre propre initiative. Ça peut arriver en fonction de la demande qu'on en ouvre plus, bien entendu. Ça, je parle sur le site de Grenoble. Après, sur le site de Lyon et le site de Paris, il y a plus de sessions, ou ailleurs, dans d'autres régions de France, il y a plus de sessions qui s'ouvrent. Comment ça se passe? Après, l'essentiel de la formation est basé sur la pratique. Vous parliez d'alternance, donc d'apprentissage en entreprise. Pour nous, c'est très important. On forme, on comprend bien, par rapport à un cursus de formation classique, on a ramassé des heures de formation. Donc, c'est-à-dire qu'on donne les clés à nos apprenants pour qu'ils puissent comprendre, avoir une culture, savoir commencer à faire et surtout savoir chercher. Plus que de former des spécialistes, des sachants, on forme des professionnels qui sont capables de commencer une activité professionnelle et d'aller après à la recherche de l'information pour se constituer peu à peu leurs compétences, leurs capacités professionnelles.
On les met beaucoup, pour ce faire, on les met beaucoup en situation, que ce soit pendant les périodes de formation, mais aussi, vous l'avez dit, pendant l'alternance. Et avec quel type d'entreprise vous travaillez Alors, c'est tout type d'entreprise. Vous voyez, que ce soit pour ses propres infrastructures, par exemple. J'ai des stagiaires qui sont chez Hardis Group, j'ai des stagiaires qui sont chez Arémont, pour citer les entreprises qui ont des sites importants ici à Grenoble. Tout le monde connaît, oui. Voilà, c'est ça. J'ai encore d'autres stagiaires chez Alpe 2I. Donc là, Alpe 2I, par exemple, c'est pour ils sont le service à d'autres entreprises. Donc, ils ont du matériel qu'ils reçoivent, ils le reconditionnent et ils gèrent les infrastructures des autres. Alors, vous évoquez ce domaine qui monte, la cybersécurité, et je poserai la question évidemment à Didier dans un instant, parce qu'en 2021, plus d'une entreprise sur deux a été victime de cybercriminalité. Comment est apparue cette formation et à quoi elle forme finalement chez Webforce 3 ? Alors, on n'a pas une formation, on en a plusieurs, donc plusieurs niveaux. Je parlais tout à l'heure de la technicienne assistant informatique, qui est le premier niveau, dans lequel on peut rentrer sans diplôme. Ensuite, on sort à Bac+2 avec la technicien système et réseau. Là, effectivement, les professionnels qui sortent avec ce titre-là, ils sont déjà aguerris, ils ont déjà des bonnes compétences. Et ensuite, après, on a administrateur des infrastructures sécurisées, donc pour gérer les réseaux en tant qu'administrateur. Ça, c'est une formation avec laquelle on sort à Bac+3, qui nécessite d'avoir des compétences un peu plus approfondies. Et là, on a effectivement, dans les deux cas, TSSR et puis AIS, des formations où on est vraiment opérationnel et en responsabilité, pour le coup. Alors, vous évoquiez le lancement de Webforce 3 il y a une dizaine d'années en disant on s'est rendu compte qu'on avait du mal à recruter. En cybersécurité, on a du mal aujourd'hui à pourvoir les postes qui se présentent. Alors, nous, on le voit avec les différentes postures qu'on a avec les entreprises. Autant, à certaines périodes, on pourrait être en recherche d'entreprises pour placer des stagiaires ou des apprentis. Aujourd'hui, pour peu qu'on soit dans le bon calendrier des entreprises, au moment où elles sont en recherche, c'est-à-dire aujourd'hui, elles sont en recherche pour septembre prochain, si on s'adresse à elles à ce moment-là, effectivement, elles sont très demandeuses. Elles ont besoin de ces stagiaires, elles ont besoin de ces apprentis. Et ça montre vraiment, c'est assez significatif du marché aujourd'hui. Alors le bilan après un an de présence à Grenoble, toutes formations confondues, comment est-ce qu'on le fait en nombre d'apprenants, en taux de placement En nombre d'apprenants, 50, 60 stagiaires, qu'ils soient chez nous en formation, qu'ils soient en poste, si je peux dire, en alternance ou en stage en entreprise. Très bien. Didier, la cybersécurité, j'imagine que dans le monde de la banque, c'est la préoccupation quotidienne. Oui, en tant que tiers de confiance et gestionnaire des flux de nos clients, c'est une préoccupation vraiment quotidienne. Et nous avons décidé de passer un accord parce que nous n'avions pas les expertises en interne avec le groupe Visiative à Lyon, notamment pour nos PME, TPE qui n'ont peut-être pas les moyens de se payer un RSSI, un DSI, etc. Et de pouvoir faire le diagnostic de leur système et puis ensuite des plans de remédiation. Voilà, c'est une grosse attente de notre clientèle et pour nous c'est fondamental et je considère que c'est la responsabilité de la banque de proposer ce type d'offre via un partenariat donc externe régional. Merci Corinne Jargot d'être venu nous parler de cette école. Un an d'existence à Grenoble. Alors bon, on peut peut-être encore... on a compris l'objectif qui était de ne plus réserver les formations aux seules personnes déjà diplômées. Comment est-ce qu'on postule? Comment est-ce qu'on a plus de renseignements? Alors le principe chez nous, on a plusieurs filières pour le sourcing, on va appeler ça comme ça. Donc spontanément, les candidats peuvent aller sur notre site internet, choisir la formation, le lieu. Et là, il y a plusieurs possibilités. Assister à des réunions d'information pour en savoir plus sur le programme. On passe un petit test aussi en ligne, qui est un test à la fois de logique et à la fois sur les connaissances du métier. Il ne s'agit pas d'être spécialiste avant d'arriver, mais il s'agit de valider sa culture générale dans le secteur. Et après, et surtout, on passe par un entretien de motivation. C'est ce que je disais, je reçois les candidats en visio et là je challenge un petit peu leur profil pour voir où est-ce qu'ils en sont eux. Parfois je termine en disant il faut étoffer un petit peu plus, on a une formation qui ouvre en septembre, d'ici à septembre vous avez le temps de peaufiner votre parcours professionnel, votre projet avec Pôle emploi ou avec la mission locale. Et à propos de la mission locale et de Pôle emploi, ce sont aussi vraiment des partenaires avec qui on travaille. Donc moi, je vais régulièrement animer des ateliers à Pôle emploi. Pour la semaine du numérique, par exemple, j'y étais. Quand on ouvre, nous, des séances, des portes ouvertes chez nous, on a fait ça le 2 mars cette année avec un événement qui s'appelle Fabrique Cyber qui avait lieu à Paris et qu'on a ouvert aussi à Grenoble. On a fait venir des candidats par l'intermédiaire des missions locales. Ils sont venus accompagnés par leur conseillère mission locale et j'ai pu leur présenter les différents métiers de la cybersécurité. Merci beaucoup. Merci Corinne Jargot d'être venu sur le plateau. Je vous remercie. L'école Webforce 3 à Grenoble, c'est rue d'Arménie et bien sûr, vous l'avez compris, sur Internet. Merci.
Le défi du recrutement, beaucoup de secteurs d'activité doivent le relever. On vient d'en voir un évident ici. Pour être attractive, pour séduire des collaborateurs, les entreprises doivent s'adapter, doivent innover. Exemple sur la plateforme logistique de Spartoo à Saint-Quentin-Fallavier. Sur presque 9 hectares, le dépôt expédie 3 millions de colis chaque année grâce à 150 collaborateurs que le spécialiste de la vente en ligne de chaussures veut absolument fidéliser. Comment s'y prend-il ? Eh bien, en organisant le bien-être au travail. Reportage. À Saint-Quentin-Fallavier, dans ce dépôt logistique de l'entreprise Spartoo, le bien-être au travail est le maître mot. Avec 150 salariés dont 120 en CDI, le site logistique mise sur la qualité plutôt que la quantité, avec à la clé une meilleure productivité. On est à des postes différents toute la journée, donc c'est pas rébarbatif. Après, tout un chacun a une préférence, je veux dire, pour un poste ou un autre. Mais c'est vrai que le fait d'avoir cette polyvalence-là, c'est quand même très important. On a à disposition quand même une esthéticienne, un coiffeur, donc c'est pas donné dans tous les dépôts logistiques. Salon d'esthétique et de coiffure, baby-foot, télévision ou encore PlayStation. L'objectif de Spartoo, créer un environnement convivial pour ses salariés et favoriser l'entente collective. Tout ce qui est les chefs, les supérieurs font tous très attention justement au bien-être au travail. Donc on a des postes plus aménagés avec des tables qui se surélèvent justement pour le dos, pour les personnes plus grandes ou plus petites. On a une coiffeuse, une esthéticienne aussi. On est plutôt très bien. Côté recrutement, Spartoo ne demande pas de CV et ouvre ses postes à tous les candidats motivés. Sur ce site, 85% des salariés sont des femmes managers, 76% des opératrices. On compte aussi 10% de personnes en situation de handicap et 7% de seniors. On va travailler en sécurité, on va faire de la qualité, on va se sentir bien et in fine, nous aurons une productivité. On a à peu près 25 personnes qui n'ont pas d'horaire et pas de chef. C'est-à-dire qu'elles se débrouillent, elles viennent à l'heure qu'elles veulent. Elles ont 7 heures à faire sur une journée normale. Elles peuvent venir à 13h30 comme elles peuvent venir à 6h30 du matin. C'est en fonction de leurs impératifs personnels. On a été assez novateur il y a 8 ans en embauchant beaucoup de seniors, notamment. Beaucoup de personnes en RQTH, en situation de handicap. Et on a ouvert aussi tous nos postes de travail aux cellules monoparentales. Spartoo chouchoute son personnel, mais cherche aussi à améliorer son empreinte carbone. Cet entrepôt de 88 000 m² utilise des lumières LED et des engins électriques. Et évidemment, l'attractivité du site repose aussi sur sa capacité à organiser les tâches afin qu'elles se conjuguent avec un minimum de confort, mais aussi la nécessité d'améliorer la productivité. En 2022, l'entrepôt a bénéficié d'un investissement d'1,5 million d'euros, notamment pour que chaque colis puisse être tracé avec des puces RFID. Alpes Décideurs, vous le savez, vous donne la possibilité de poser vos questions à notre expert. Écrivez-nous alpesdecideurs@telegrenoble.net. Didier, aujourd'hui, c'est Ambre qui vous pose cette question. Elle veut des précisions sur la fameuse, alors moi je ne connaissais pas, l'Inflation Réduction Act, l'IRA. Oui, Christophe, et c'est une très bonne question parce que, comme vous venez de le dire, c'est peu connu. Et pourtant, c'est fondamental pour l'industrie européenne. Et nous sommes aujourd'hui dans une région extrêmement industrielle, donc ça peut avoir des impacts extrêmement lourds pour notre région à l'heure où justement on cherche à relocaliser. Ça peut entraîner des délocalisations vers les États-Unis, on commence à en voir, donc c'est quelque chose d'important. Qu'est-ce que c'est en fait ? C'est comme savent le faire les Américains, un plan massif, 370 milliards sur 10 ans, lancé par l'administration Biden, autour de projets de réduction d'inflation et surtout de dépenses extrêmement importantes dans la santé et dans la transition climatique, autour de l'hydrogène, de la voiture électrique, de l'éolien, etc. Des avantages très substantiels pour les particuliers quand ils vont acheter notamment des voitures électriques, et ça va permettre de protéger le marché américain, et puis pour les entreprises, des crédits d'impôt sur des niveaux très très élevés également quand ces entreprises s'engagent dans la transition climatique. Voilà, donc c'est quelque chose d'extrêmement ambitieux qui est dans le sens de l'histoire, mais bien entendu, dollars plus avantages compétitifs de ce type risque de poser des problèmes aux entreprises européennes qui vont peut-être devoir choisir entre cette attractivité nouvelle aux États-Unis ou rester sur le continent européen. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'important. On a eu quelques exemples, Solvay, Norvolt notamment, Iberdrola, l'énergéticien espagnol, qui ont ouvert déjà des sites de production aux États-Unis. Donc il faut absolument que l'Europe ait une réponse globale, forte,
parce que là, nous avons un différentiel de compétitivité qui peut être très préjudiciable à l'Europe et à notre région en particulier. On a bien compris l'enjeu. Merci beaucoup Didier pour ces précisions. Si vous aussi vous voulez interroger notre expert, écrivez-nous alpedécideur@telegrenoble.net. L'énergie plus que jamais un secteur stratégique. Diversifier les sources, sécuriser les approvisionnements, améliorer la souveraineté nationale sont autant de défis. Et l'Isère, qui a vu naître la houille blanche au XIXe siècle, est au cœur de l'innovation industrielle dans ce domaine. Focus sur une entreprise qui inscrit son succès dans celui de l'ancien géant Merlin-Gerin. Master Grid est experte dans le domaine des équipements et des lignes haute tension. On en parle avec Loïc Zangara. Bonjour. Bonjour Christophe. Merci d'avoir accepté notre invitation. Entreprise très intéressante. Vous êtes le directeur général associé. On va refaire un petit peu d'histoire. Je parle de Merlin-Gerin, fondé en 1920, qui a connu une renommée internationale et employé jusqu'à 7000 personnes à Grenoble. C'était énorme. Une entreprise qui a inventé au début du XXe siècle un disjoncteur haute tension qui a été révolutionnaire et qui a été à l'origine de milliers d'installations dans le monde. Et c'est précisément sur ces installations que vous travaillez aujourd'hui, sachant que Merlin-Gerin en 92 avait été reprise par Schneider. C'est ça l'histoire ? C'est tout à fait ça. Donc nous sommes en quelque sorte les héritiers de Merlin-Gerin sur la partie haute tension. Schneider Electric a décidé de se séparer de cette partie haute tension. Au gré de différentes acquisitions, cette activité s'est retrouvée au sein de Siemens. Et en 2018, lorsque nous sommes posé la question du devenir de cette activité avec mes futurs associés actuels, donc Ludovic Vallon qui est président de Master Grid et Benoît Turckheim qui est le directeur commercial. 3 anciens de Siemens. 3 anciens de Siemens, tout à fait. Nous avons vu tout le potentiel de cette activité et étions convaincus que nous pouvions développer cette activité en tant qu'entreprise indépendante. Nous avons donc partagé ce constat avec nos dirigeants de l'époque, qui en sont arrivés à la même conclusion. Et en 2019, nous sommes sortis du groupe Siemens pour devenir une entreprise indépendante. Alors c'est intéressant de faire le parallèle avec Merlin-Gerin, puisque Master Grid, MG, c'est aussi un clin d'œil à l'histoire. C'est exactement ça. Alors on voulait retenir l'histoire avec le MG, puisque à l'export, dans de nombreux pays, nous sommes connus sous le nom MG. Et tout en se projetant sur l'avenir, donc Master Grid, Master l'expertise et Grid le réseau, donc les experts du réseau, tout en étant attachés à nos racines de Merlin-Gerin. C'est pas mal parce que finalement vous avez 3 ans d'existence, mais presque un siècle d'existence. Alors j'aime à dire que nous avons 3 ans d'existence et un siècle d'histoire, puisqu'effectivement nous avons, au fil des années, acquis de l'expertise technique. Nous avons acquis une forte connaissance de nos clients en France et à travers le monde. Nous travaillons dans plus de 50 pays différents. Et nous étions en quelque sorte une PME au sein d'une grande entreprise. Et aujourd'hui, nous volons de nos propres ailes en tant qu'entreprise indépendante. Donc nous en sommes ravis. C'est d'autant plus important de comprendre cette histoire que finalement, Merlin-Gerin a fabriqué, équipé 4000 sites dans le monde, et c'est sur ces équipements qu'aujourd'hui vous intervenez. Exactement. Donc nous intervenons sur des systèmes électriques qui sont qu'on peut retrouver tout au long de la chaîne de l'électricité. On va les retrouver après la production d'énergie. Donc par exemple, à la suite d'un barrage hydroélectrique, vous avez un poste électrique qui permet d'évacuer l'énergie. On va retrouver ces installations aussi dans des postes de transmission et de distribution qui permettent de flécher l'électricité en fonction des besoins sur un territoire. Et puis, on va retrouver aussi ces postes électriques chez les utilisateurs, donc chez les industriels qui consomment beaucoup d'électricité, comme les aciéristes par exemple, la pharmacie, l'automobile, etc. Mais dans plein d'autres applicatifs aussi, on va les retrouver évidemment dans les hôpitaux, parce que les installations sont de moindre puissance, mais tout aussi critiques, ou dans des infrastructures routières, ou parfois des enceintes sportives. Oui, moi j'allais dire, basiquement, ils travaillent pour Enedis ou pour RTE, mais ce n'est plus uniquement le cas. Alors effectivement, quand nous sommes sortis et que nous sommes devenus indépendants, nous travaillions beaucoup pour EDF et RTE, qui sont encore nos grands donneurs d'ordre français. Mais la diversification de notre activité nous a permis d'adresser de nombreux nouveaux clients dans l'industrie et puis dans de nombreux secteurs. Master Grid, basé à Grenoble, emploie 300 collaborateurs, affiche un chiffre d'affaires qui a presque doublé en 3 ans. On va mieux comprendre votre métier avec ce reportage signé Lina Badreddine.
Spécialisé dans les services aux équipements électriques de la basse tension à la très haute tension, Mastergrid réalise des opérations de maintenance, de rénovation et de rétrofit pour des producteurs, des réseaux de transport ou encore de distribution d'électricité. On a pour but de fiabiliser l'accès à l'énergie des équipements et puis d'améliorer l'impact environnemental de ces équipements pour nos clients. Puisqu'en fait, on prolonge leur durée de vie, et en prolongeant la durée de vie, on évite de jeter du matériel, et au contraire, on le répare, on le rénove, et on le relance pour une durée de vie supplémentaire de 10, 15, 20 ans. Entreprise de taille intermédiaire avec 300 collaborateurs, la société intervient en France et à l'international, surtout au Moyen-Orient, mais aussi dans d'autres pays comme le Maroc, la Malaisie ou le Mexique. À Grenoble, 1000 m² d'ateliers sont dédiés à 40 techniciens qui travaillent sur place pour effectuer le montage des matériels. On récupère du matériel qui a été démonté sur site. Ensuite, on les démonte beaucoup plus finement pour vraiment regarder à l'intérieur très précisément tout ce qu'il y a. On décide ce qu'on va rénover. Donc, on essaye au maximum de réutiliser le matériel et de ne pas jeter, évidemment. Néanmoins, il y a des choses qu'on est obligé de jeter et de remplacer. Et il y a des choses qui vont partir aussi en rétrofit, c'est-à-dire que là, la configuration technique du matériel a changé entre le moment où on l'a installé et le moment où on va le réinstaller. Donc, on a des adaptations techniques à faire. Une fois que toutes ces décisions sont prises, on oriente les différents flux, on récupère tout ça, on remonte les matériels, on les teste et ensuite les matériels sont prêts, validés à repartir chez nos clients pour être de nouveau montés sur site. Dans ces locaux de la capitale des Alpes, l'entreprise possède également un centre de formation où sont regroupés l'ensemble des équipements des activités de Mastergrid pour former 300 personnes par an sur différentes thématiques. Dans nos formations, on a des grandes thématiques qui sont abordées, donc ça va être tout ce qui va être relatif à la maintenance des équipements, donc essentiellement sur la partie hydraulique, sur une grosse thématique, et puis sur une autre thématique qui va être autour du fonctionnement même de l'équipement sur la partie coupure. Donc on voit par exemple ici un disjoncteur en coupe sur lequel on voit comment l'arc est coupé pendant les opérations pour protéger les lignes électriques. Le chiffre d'affaires de Mastergrid s'élève à 60 millions d'euros. C'est 24 millions de plus qu'en 2021. Alors Loïc, un site grenoblois qui fait quasiment 1 hectare, un peu plus d'1 hectare, qui rassemble le bureau d'études, les ateliers, on vient de voir tout le service de la supply chain. Il faut dire que le nombre de métiers est impressionnant chez vous. En effet, nous avons tous les métiers qui sont nécessaires à la réalisation des travaux sur site. Donc on va partir des métiers techniques qui permettent de faire de la gestion d'obsolescence, du bureau d'études. Nous avons ensuite toute la supply chain. Alors, il est à noter que nous s'appuyons sur un réseau local d'entreprises puisque 75% de nos achats sont faits en région Aura. Donc ça, c'est important pour nous parce que c'est des fournisseurs que nous avons depuis longtemps sur du matériel qualifié. Et donc, il est important de conserver ce tissu local. Nous avons ensuite les métiers, évidemment, ateliers. Qu'on a vu dans le reportage, et puis toute la partie site avec de nombreux techniciens de chantier. Nous avons aujourd'hui sur 300 personnes plus de 90 techniciens de chantier, ce qui est absolument remarquable. On va reparler de ces techniciens tout à l'heure quand on parlera de formation. Juste avant, un petit zoom sur le défi que toutes les entreprises se posent aujourd'hui, la transition, et notamment la transition énergétique. Vous êtes, vous, au cœur de ce défi. En effet, de par notre métier, nous sommes au cœur de cette transition énergétique. Mais avant de répondre au défi de Mastergrid, il faut comprendre le défi qui s'impose à la filière de l'énergie en France. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, nous devons maintenir et rénover le réseau existant, un peu comme le réseau ferré, mais le réseau électrique. Nous devons intégrer des nouvelles énergies, notamment beaucoup d'énergies renouvelables. Et nous devons faire face à l'électrification des usages, c'est-à-dire l'utilisation d'électricité pour remplacer des énergies fossiles. On peut citer par exemple l'utilisation qui va être massive de voitures électriques pour les particuliers, mais on peut aussi citer l'utilisation d'électricité pour produire de l'hydrogène vert, ce qu'on appelle décarboné, ou encore remplacer l'utilisation de gaz pour alimenter les usines et les industries par de l'électricité. Donc les enjeux sont forts pour toute la filière et nous voulons nous inscrire en plein dans cet enjeu-là. Et donc pour cela, nous souhaitons former des collaborateurs pour qu'ils soient en capacité
de répondre à nos attentes, et notamment sur les chantiers, pour pouvoir faire de la maintenance comme on le souhaite. Alors, vous voulez qu'on parle de la formation? Tout à fait. Parlons-en. La croissance de l'entreprise et le défi du recrutement. Hein, on a vu la croissance, le reportage le disait, hein, un chiffre d'affaires qui a quasiment doublé depuis que vous êtes depuis 3 ans. Avec évidemment ce défi du recrutement, on l'aborde dans beaucoup de secteurs et notamment dans le vôtre. Vous avez carrément décidé de créer votre propre centre de formation pour trouver vos collaborateurs. Il faut dire que le rythme de recrutement est intense. Hein. Tout à fait. Donc, depuis la création de Mastergrid, nous avons créé 100 emplois. Et malgré tout, nous avons encore 50 postes ouverts. Donc, les besoins sont très importants. Et devant le challenge qui nous faisait face, nous avons décidé de nous associer avec un acteur majeur de la formation, le pôle de formation Isère, qui est l'un des principaux formateurs des métiers de l'industrie en Isère et qui fait partie du réseau UIMM, pour créer notre propre formation de bachelor en maintenance avancée. Donc c'est une formation qui sera certifiante et qualifiante. Formation 12 mois. Hein. Formation de 12 mois, tout à fait. L'idée est de recruter des personnes ayant un niveau de Bac+2 avec un parcours de maintenance industrielle ou une expérience en électrotechnique ou électromécanique. Et pendant cette année de formation, nous ferons donc une partie théorique qui sera assurée par les personnes du pôle de formation Isère, mais aussi par nos propres formateurs, et une partie pratique qui sera faite dans l'ensemble du groupe Mastergrid. Et chaque alternant d'ailleurs sera parrainé par un technicien, un expert. Hein. Tout à fait. Les facteurs clés de succès de cette formation, c'est de pouvoir transmettre le savoir, puisque les métiers sont des métiers très techniques et il y a besoin d'avoir un accompagnement sur le long terme. Et c'est pour ça que nous avons opté pour ce tutorat qui sera actif tout au long de la formation. Donc une formation qui se mettra en place en septembre prochain avec une vingtaine d'étudiants à recruter, hein, qui se verront d'ailleurs proposer un CDI chez Mastergrid très rapidement. Si tout va bien, c'est ce que nous souhaitons en effet. Bon, il faut dire que, je le disais, le rythme de recrutement est important, hein, 50 recrutements par an pour assurer votre croissance. Une croissance qui est essentiellement et qui est en grande partie due aussi à la diversification, à la croissance externe. Tout à fait. Vous avez dès le début quasiment racheté des entreprises pour pouvoir devenir un acteur global de cette filière. Exactement. Alors permettez-moi de rappeler la stratégie initiale de Mastergrid. En fait, nous avions décidé de diversifier notre activité. Et donc, nous nous sommes orientés vers des métiers qui étaient connexes au métier de la maintenance des équipements Mastergrid, sur par exemple de la maintenance de transformateurs, de cellules moyenne tension et de câbles. Nous avons commencé par diversifier de manière organique notre activité. Et puis très vite, nous sommes aperçus que sur des métiers spécifiques tels que les études haute tension, ou les métiers de la maintenance sur les onduleurs ou de la basse tension, nous n'avions pas les compétences pour développer ces activités de manière organique, et donc nous nous sommes orientés vers de la croissance externe et donc de l'acquisition. C'est ainsi que nous avons fait l'acquisition, par exemple, en 2021, de IRCAMEX, qui nous a proposé des solutions de confinement pour nos maintenances. Alors ça, c'est un spécialiste, oui, j'ai vu ça, c'est un spécialiste des fuites de gaz. Il faut dire que dans les transformateurs, il y a du gaz. Alors dans les disjoncteurs, dans les transformateurs, il y a de l'huile, et dans les disjoncteurs, il y a du gaz. Et si ce gaz n'est plus présent, le disjoncteur ne peut plus fonctionner. Et donc nous devons assurer une pression constante à l'intérieur de ce disjoncteur. Et quand il y a des fuites, cette application nous permet en fait de mettre une coquille autour de l'équipement sans arrêter le fonctionnement de l'équipement, ce qui est la clé, et de permettre la continuité de service. Bon, et l'acquisition d'IRCAMEX vous a permis d'avoir cette capacité supplémentaire. Exactement. Nous avons récupéré donc ce savoir-faire pour les déployer non seulement en France, puis dans d'autres pays. Bon, ça, c'était la première acquisition externe. Il y en a eu d'autres dès 2022. Hein. Il y en a eu d'autres. Il y en a eu 3 en 2022, puisque nous avons acquis KTHV, qui était un bureau d'études pour faire des études de poste complets, des calculs de réseau, etc. Chose que nous ne pouvions pas faire en interne. Et nous avons poursuivi notre acquisition par notre stratégie d'acquisition. SHB Electric. Exactement, par SHB Electric et Atalis, avec 2 objectifs. Une complémentarité technique, puisqu'ils nous apportaient des compétences que nous n'avions pas au sein de Mastergrid, et puis une complémentarité géographique, pour avoir en fait un réseau d'agences en France pour être au plus proche de nos clients.
meilleure répartition, meilleure couverture du spectre, de 400 volts à 400 000 volts. Exactement. En gros, c'est ça. Et puis, on n'a pas parlé de l'étranger, mais enfin, 25% du chiffre d'affaires est fait à l'international. Exactement. Et c'est aujourd'hui trop peu. Nous avons 85% de notre base installée Merlin-Gérin qui est aujourd'hui à l'étranger, avec des bases installées qui sont très importantes au Moyen-Orient et en Asie. Nous avons d'ailleurs, dès les premiers mois et malgré la crise sanitaire, ouvert des filiales en Malaisie, aux Émirats et en Arabie Saoudite. Aujourd'hui, nous avons 9 sites à l'étranger qui nous permettent de projeter nos ressources et de ainsi mieux répondre à nos clients. Et oui, parce que tout ça, c'est aussi fait pendant la crise Covid, quand même. Voilà. L'acquisition en 2019, il y a eu la crise derrière, ça ne vous a pas empêché d'avoir une croissance assez exceptionnelle. Didier, on le voit bien, tout est parti Merlin-Gérin, Siemens, et puis cette compétence, finalement, qui donne lieu à la naissance d'une vraie entreprise à part entière, 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. Oui, moi, je suis impressionné par la vision stratégique qui est développée, et puis les résultats qui sont développés. Ça montre bien que les entreprises, post-Covid, se sont vraiment, quand on parle de résilience, thème très à la mode, mais se sont vraiment mis dans un nouvel état d'esprit, où à la fois on s'occupe du bien-être au travail, on s'occupe de la croissance externe, on s'occupe de ses clients, on s'occupe de l'expertise, de la technicité. Bref, on est sur tous les champs. Et je trouve ça impressionnant, et un grand bravo en tout cas. Merci beaucoup. Et en même temps, il y a beaucoup de potentiel. Voilà, donc je crois qu'il faut qu'on soit très optimiste pour notre pays, parce qu'il en faudrait certainement beaucoup d'entreprises comme ça, mais il y a de très belles entreprises. Je crois que ça ne fait que commencer. Très, très belles entreprises. Ce centre de formation, du coup, la session commence en septembre. En septembre 2023. Et donc là, on peut commencer, les candidats peuvent commencer à vous écrire ? Exactement, ils peuvent postuler, donc ils peuvent se rendre sur notre site internet, ils y trouveront les coordonnées de notre direction des ressources humaines, auxquelles ils pourront adresser leur candidature, et nous serons heureux de les recevoir. L'entreprise s'appelle Mastergrid. Loïc Zangara, merci beaucoup d'être venu nous présenter cette entreprise. Merci à vous de m'avoir accueilli. Très belle réussite. Merci Didier d'avoir été avec nous. Merci Christophe. Merci à tous de votre fidélité. Vous pouvez bien sûr voir et revoir Alpes Décideurs sur notre site internet télégrenoble.net. À très vite. C'était Alpes Décideurs avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, une banque commerciale, régionale et coopérative. Nord Isère Économie et Présence, partenaires des entreprises de votre territoire.